Bienvenue dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit et où, sur le chemin, je me construis moi aussi et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans ce 5e épisode, je te parle de nos avancements sur notre second produit, de ma relation épistolaire avec une dame au labo, de notre désir d'être présent en physique avec la marque, et surtout du progrès derrière l'ennui, et le meilleur pour la fin ou pas, mes 27, et oui 27 conseils pour dormir comme un bébé et mieux performer. Tout ce que j'ai appris après des années d'optimisation de mon sommeil. On commence avec le point lucide, les avancées de la semaine sur la marque, ce qu'on a construit, ce qu'on construit en ce moment, et ce que tu peux en tirer pour tes propres projets. Pour un rappel rapide, si tu viens nous rejoindre, bienvenue dans Esprit Lucide. Lucide, c'est des produits simples et basés sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. Après 2 ans de recherche, on s'est lancé en juillet 2025 avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur travail. Et mon but, c'est d'en faire la marque de référence pour ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition. Qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Plusieurs choses. Le premier point, Lucide Summit. Enfin, on a annoncé la date et le lieu. Samedi 20 janvier 2025 à Paris sur une demi-journée de 14h à 18h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a dû préparer tout ça et j'ai fait des visites de lieux. Il nous reste 2 lieux. 2 lieux, c'est la sélection finale après avoir contacté, je pense, et harcelé tous les lieux d'événements d'Île-de-France. On est arrivé sur ces 2 sélections finales et je suis allé les visiter cette semaine. C'est 2 ambiances différentes. Il y en a un qui est plus petit. J'ai honnêtement un peu peur que ce soit peut-être un peu trop petit, vu qu'on va être à peu près 150 personnes. L'autre, il est plus grand, mais il y a peut-être moins la possibilité de faire une ambiance très lucide. Le premier, il y a moyen d'amener une vraie ambiance, quelque chose de très spécial, mais un peu plus petit, et le second, un peu plus d'espace, mais à moins cette patte lucide. C'est pas simple de choisir. D'ailleurs, je veux bien ton avis. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus judicieux? Avoir quelque chose qui pourrait être un peu plus petit, mais on va chercher une ambiance plus lucide, ou alors plus large, mais peut-être moins cette patte qu'on pourrait avoir, amener notre direction artistique, on va dire. Aussi, on a dû préparer toute la partie billet, la partie traiteur, les cocktails lucides présents sur place, et oui, et plein d'autres choses. C'est une sacrée galère, mais ça vaut tellement le coup. On n'arrête pas de me dire, Lucas, pourquoi tu te fais chier à faire ça? Honnêtement, j'en parlais dans la newsletter de cette semaine, mais c'est une décision qui est illogique, mais une bonne décision parce qu'elle est en accord avec notre vision. Le fait qu'on ne veut pas juste créer des produits efficaces basés sur la science qui aident à la performance, mais on veut aider tous ces gens qui osent rêver grand, qui ont cette ambition, qui veulent performer, qui veulent être concentrés, à se rencontrer, à se connaître. Et donc peut-être que c'est un choix techniquement sur l'investissement de temps et l'investissement financier un peu illogique, mais quand on connaît nos valeurs et ce qu'on veut créer, ça l'est pas tellement. En plus, il faut aussi que je gère les invités de ma part. Il y aura à la fois des entrées libres sur billets pour des utilisateurs lucides ou des gens qui veulent juste acheter des billets, qui n'ont peut-être pas encore essayé Lucide, et une partie de personnes que moi j'invite, des créateurs, des entrepreneurs, qui vont être présents sur place. Donc l'ouverture des billets d'ailleurs, elle arrive. Donc c'est la semaine prochaine, la semaine du 15. On va faire une ouverture en avant-première sur la newsletter avec une offre. Donc ce sera Paris de 14h à 18h. Ça va être quelque chose. Ça va être magnifique. Je vais tout donner. Ça va être le rush sur les prochaines semaines. Donc voilà, si tu es intéressé par cet événement lucide, va sur la newsletter. C'est là où on va ouvrir ça en avant-première. Je te mets ça dans la description du podcast. Donc de grosses avancées sur ce Lucide Summit. Ça va être quelque chose. Deuxième point de cette semaine, notre second produit. J'ai reçu les 2e échantillons à la maison de la part du labo. Le labo, il est extrêmement rapide. Je les aime beaucoup. Et sur ce 2e essai, c'était bien mieux. Bien mieux au niveau du goût par rapport au premier. Le premier, c'était un peu un désastre. Je t'en parlais dans un podcast précédent. Là, on est clairement mieux, mais on est encore loin
de ce que j'ai envie d'amener, de la qualité que j'ai envie d'amener. Je sais qu'on va faire encore beaucoup d'allers-retours, mais vu la vitesse à laquelle ils arrivent à amener les changements qu'on veut, on va aller chercher quelque chose de très qualitatif. On vise un lancement autour de mars 2026, ça va être très short, surtout au niveau de la production. Je te tiendrai au courant sur tout ça. Je crois d'ailleurs que je suis en train de traumatiser le labo avec mes PDF de 10 000 mots. Je leur fais des retours, c'est infernal. Je prépare un document, il me prend je sais pas combien de temps pour leur dire toutes les choses à améliorer, mais c'est aussi pour ça qu'on avance aussi rapidement. Les retours, pour tout te dire, c'est très souvent eux qui me disent: «Mais non, avec ces ingrédients, c'est pas faisable d'aller chercher ça». Je leur dis: «Si, si c'est faisable». Ils font: «Bon, OK, on va essayer» et ils arrivent à avancer dans cette direction. C'est d'ailleurs un conseil que je te demande, c'est pas parce que quelqu'un est dans une position d'expert qu'il faut absolument que tu acceptes ce que cette personne va te dire. Comme moi, je connais aussi bien toute la partie formulation, je sais ce qu'on peut aller chercher. Et c'est pas parce que je parle à un laboratoire et qu'ils sont censés mieux connaître ce sujet que moi qu'il faut que j'accepte tout ce qu'ils disent. Sinon, notre premier produit lucide, il serait pourri, sinon ce second également. Donc va creuser et va oser voir s'il y a plus que ce que cette personne peut te dire. Et c'est le cas. Donc à chaque fois, ils me disent non, c'est pas faisable d'aller chercher ça. Je leur dis si, c'est faisable. Et au final, on arrive à avancer dans cette direction. À chaque fois, d'ailleurs, je me rappelle, c'était le cas quand on faisait les essais sur Lucide Canette, Focus Canette, notre premier produit, mais c'est toujours Noël. C'est toujours Noël le jour des essais. Je me mets à ma table, je sens tout ça, je fais premier nez, deuxième nez, je goûte et autres. Bon, le feedback est toujours un peu moins marrant vu la taille des PDF que j'envoie, mais c'est toujours un plaisir de faire ces essais. D'ailleurs, j'ai une relation épistolaire avec la dame au labo, elle est très gentille. Je leur ai d'ailleurs envoyé des canettes. Et je pense que je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas envie de savoir à quoi ressemble cette dame physiquement, avec qui j'échange au quotidien concernant ce second produit, parce que maintenant je me suis presque créé un roman comme un personnage de livre dans ma tête. J'ai ma relation épistolaire où j'échange avec elle et on avance sur cet objectif. C'est magnifique. Bon, j'arrête mes bêtises, je te tiens au courant sur tout ça. Troisième et dernier point de cette semaine, l'exploration d'être présent en physique avec Lucide. On a envie d'être présent sur des lieux spécifiques. Avec la canette, c'est pas simple. C'est pas simple du tout de rentrer dans ce monde. On veut faire nos preuves dans un premier temps, mais on veut quand même être disponible en physique pour le plus de monde. On commence à avoir des lieux en tête, des échanges qui se font. D'ailleurs, par exemple, je viens de rentrer il y a à peu près 1 heure chez moi d'un paddle. J'ai toujours une canette sur moi. Je leur ai pitché, j'ai chopé un email. C'est d'ailleurs quelque chose que je te conseille. Si tu as un projet, parle de ton projet. Évidemment, ne dis pas forcément je vais accomplir ces grandes choses, mais quand quelque chose existe, parle-en. Parle-en aux gens autour de toi. Tu ne peux pas te rendre compte du type de personne que tu peux rencontrer juste en exprimant ce que tu es en train de faire, en exprimant ce que tu es en train de construire, ce que tu proposes, peu importe ton projet, parle-en. Tu vas voir, les gens vont te faire rencontrer des personnes, ils vont être intéressés et autres. Donc là, on vise plutôt des coworking, des salles de sport, justement des paddles par exemple. On commence à tisser des liens et la promesse, elle plaît, mais c'est un long processus. Ça prend du temps, des mois, des années et on va aller chercher ça. D'ailleurs, si tu connais des endroits où si tu veux lucide chez toi ou dans un endroit pas loin de chez toi, assez spécifique qui est dans notre univers, fais-le moi savoir, envoie-moi un petit message sur Instagram ou alors un mail sur le mail en description. Voilà les 3 avancées de la semaine. C'est une partie point lucide un peu plus courte que d'habitude pour une raison, et ça tombe bien, je t'en parle dans l'apprentissage de la semaine. On enchaîne sur cet apprentissage de la semaine, un enseignement clé de cette semaine que tu peux appliquer dans ta vie. Je veux te parler d'un sujet qui m'est cher, très cher et qui, si tu veux progresser, doit aussi l'être pour toi. Je viens de te parler dans cette partie point lucide de choses assez similaires par rapport à la semaine dernière. Parce que le progrès, il vient pas de faire 10 trucs différents, mais de répéter les mêmes choses ennuyeuses. Si toutes les semaines je te parlais d'une nouvelle chose, ce serait alarmant, il y aurait un problème. On fait connaître Lucide, on prépare le second produit, on s'occupe de nos clients, on avance sur l'événement. C'est tout. On pense trop souvent que le progrès, ça veut dire nouveauté. C'est pas du tout le cas. C'est même l'opposé. Tous les gars,
vraiment tous ceux qui ont progressé, ils ont progressé sur des actions simples pendant longtemps, plus longtemps que tout le monde. Des trucs chiants que les gens évitent, pas parce qu'ils ne savent pas que ces actions existent, mais parce qu'ils ne les font pas, parce qu'elles sont ennuyeuses. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que je veux te parler de l'importance de cela, de répéter ces mêmes actions ennuyeuses pour progresser, parce qu'une bonne partie de ce que tu recherches est derrière cette notion, et tu as besoin de l'entendre, ou tu as besoin qu'on te le rappelle aujourd'hui. Ton cerveau, il adore, il adore la nouveauté, c'est neurobiologique, c'est comme ça, il est fait pour rechercher la nouveauté, mais la nouveauté, surtout dans la société actuelle, c'est souvent un piège, c'est une illusion qui te détourne du travail qui compte vraiment. Les résultats viennent presque tout le temps d'actions ordinaires, répétées sur un temps extraordinaire. C'est une phrase que je dis souvent parce que je l'aime bien. Tes résultats sont derrière des actions ordinaires répétées sur un temps extraordinaire. Pas d'une sorte de coup ou d'un hack ou de quelque chose secret ou je ne sais quoi. La société moderne, surtout dans l'entrepreneuriat, on te fait beaucoup croire à ça, que il y a des mecs qui connaissent quelque chose et qui, si tu leur donnes je ne sais combien, ils vont pouvoir t'apprendre ce secret. La plupart des mecs qui progressent, ils font les bases. Évidemment, il y a des connaissances que tu peux accumuler et ça vaut le coup d'investir dans de l'information. Mais ton vrai progrès sur le long terme, il va se faire dans ces bases. En entrepreneuriat, tu as un bon produit, tu fais en sorte que les gens soient au courant, tu fais en sorte que ces gens qui sont au courant, ils essayent le produit et qu'ils reviennent, qu'ils soient satisfaits, c'est tout. Pour Lucide, on pourrait se disperser sur beaucoup de canaux d'acquisition, faire du sponsoring, faire des ads. D'ailleurs, on a fait des ads et on s'est arrêté parce que c'est pas notre bataille actuellement. Ce serait se disperser. On fait en sorte de faire connaître le produit via l'audience que j'ai la grande chance d'avoir aujourd'hui, des personnes assez folles pour suivre mes aventures et mes réflexions, et aussi l'audience d'autres créateurs en qui on a confiance, en mettant en avant le produit. Dans ce cercle entrepreneurial, c'est aussi simple que ça. Et dans ta vie, cette réussite, elle sera derrière ces actions simples et ennuyeuses que tu vas répéter pendant longtemps. La donnée temps et la donnée répétition, c'est deux données qui sont beaucoup trop importantes. La semaine dernière, je te parlais d'ailleurs du volume. Les deux sont liés. Le volume pendant longtemps sur des actions simples et il y a des choses magnifiques qui vont arriver. Qu'est-ce qui se passe si tu fais des vidéos toutes les semaines pendant 5 ans? Qu'est-ce qui se passe si tu améliores tes ads toutes les semaines pendant 5 ans? Si tu manges bien et tu ramènes une surcharge progressive pendant 5 ans? Mais personne ne veut le faire. Personne ne pense en 5 ans. Personne ne pense en répéter les mêmes actions sur des années, des décennies. Pourtant, c'est là qu'il y a des résultats exponentiels qui se créent. Personne ne veut le faire parce que c'est ennuyeux, parce que ça prend du temps. Très souvent, on se tourne vers une sensation, un désir de raccourci pour essayer de penser qu'on progresse, mais il ne se passe rien derrière ça. Notre cerveau, il veut toujours éviter cette répétition. Je le vois dans mon quotidien, c'est infernal parfois. Parce qu'il est récompensé neurobiologiquement à chercher cette nouveauté. C'est majoritairement une question de dopamine. Un des gros leviers de la sécrétion de dopamine, c'est la nouveauté. C'est pour ça que quand tu joues à des jeux du style loterie, des jeux d'argent, il y a plein de trucs dans tous les sens, il y a des nouveautés. C'est pareil quand tu scrolles sur Instagram, c'est pour ça que c'est aussi addictif les scrolls infinis, parce qu'il y a des neurobiologistes qui sont très intéressants, des gens qui ont bien mis en place ces algorithmes et qui connaissent le cerveau humain. Et en fait, tu as de la nouveauté constamment, tu sais pas ce qui va se passer après un scroll. Parce que nouveauté veut souvent dire valeur, et valeur veut dire survie. Ton cerveau, il veut survivre. Mais dans notre société moderne, c'est l'opposé qui va te faire survivre. C'est réussir à refuser et ne pas constamment poursuivre de la nouveauté. La plupart des gens, ils échouent, pas parce qu'ils font pas assez, mais parce qu'ils font trop d'inutiles. Parce qu'ils évitent ce simple, ce chiant qu'il faut répéter. Et il y a quelque chose qui est particulièrement difficile, et ça je le vois dans ma propre vie, dans mes propres projets, c'est pas quand tu débutes. Parce que quand tu débutes, justement, même si c'est des actions qui, au bout d'un moment, deviennent ennuyeuses et un petit peu chiantes, au début, ça va, parce que c'est nouveau, justement. Tu es plus ou moins excité par l'avancement sur ce projet. Mais le pire, c'est quand tu arrives au milieu, ce milieu chiant, où tu n'as pas vraiment encore eu de résultats sur ta répétition, sur tes premières actions.
et tu commences à en avoir marre de ces actions. Tu commences à douter. C'est souvent là où tu abandonnes, alors que c'est là où la différence se fait. C'est là où tu vas aller chercher ces répétitions en plus et que tu vas aller chercher le résultat. T'as pas encore payé cette dette, on va dire, de répétition ennuyeuse. Et souvent, on a un biais parce que quand on voit quelqu'un qui a des résultats, en fait, on voit que une personne une fois qu'elle a eu des résultats. Mais ce qu'on voit pas, c'est ces répétitions ennuyeuses sur ces mêmes actions que nous, on évite, que cette personne a fait pendant des années très souvent. Tu le vois que quand il commence à être extrêmement bon à ce qu'il fait, quand il commence à avoir des résultats, quand son produit est bien, quand il a développé le physique, quand il est le meilleur joueur. Par contre, ce que tu vois pas, c'est tous ces moments où il a été nul, où il a fait des répétitions pendant des mois, des années. Et donc on pense qu'on peut faire comme lui. Alors que très souvent, tu dois faire des années de répétitions dans le vide pour arriver au même niveau. Donc faut pas se frustrer de ne pas réussir à avoir des résultats rapides, parce qu'on pense trop souvent que les gens qui ont réussi à avoir les résultats qu'on recherche les ont eu plus rapidement que ça n'a réellement été le cas. Par exemple, les gens nous disent pour Lucide, vous avez un bon produit. On a fait des centaines d'allers-retours et d'échanges labos avant d'y arriver. Une certaine aisance orale, ou en tout cas mieux m'exprimer au quotidien par rapport à ce que j'ai pu avoir dans le passé, ça s'est fait avec des centaines de vidéos en presque un pro total. Et je suis juste un petit exemple là-dessus. J'ai encore énormément de progrès à faire dans tous ces domaines. Et je ne suis pas le seul. Tu peux le voir partout, des écrivains, des entrepreneurs, des scientifiques. Thomas Edison, des milliers d'essais, extrêmement chiants sûrement, pour arriver à son invention. Kobe Bryant, il était connu pour se lever tous les jours, 4 heures du mat, faire des lancers francs. Stephen King, qui est un écrivain, il écrivait 2000 mots par jour, tous les jours, même les week-ends et pendant ses vacances. Il l'a fait sur des décennies et il a publié plus de 60 livres, juste avec cette discipline qui est ennuyeuse. Et pareil, Warren Buffett, la personne considérée comme le meilleur investisseur de tous les temps, il passait 80% de son temps à lire et analyser des rapports financiers. Et ça, il l'a fait pendant 60 ans et je pense qu'il continue de le faire. C'est pas un glamour du tout, mais c'est ça qui a construit les résultats qu'il a eus aujourd'hui. Il faut que tu te concentres sur quelques points clés, que tu deviennes le meilleur à ces choses-là. Tu deviens le meilleur via la répétition et tu deviens aussi le meilleur à accepter l'ennui. Et ça, c'est deux compétences qui vont t'emmener très très loin. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça en tête? Déjà, par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, identifie ta contrainte. Quel est ce domaine qui, aujourd'hui, si tu le débloques, débloque tout dans ce projet? Ensuite, demande-toi quelles sont ces actions simples mais difficiles qui, si répétées pendant 5 ans, te donnent le résultat que tu recherches. Demande-toi si je faisais que ça pendant 5 ans, est-ce que j'arriverais à atteindre mes résultats? Il faut que tu trouves ces actions où c'est quasiment sûr, si tu mets un volume assez fou sur ces actions simples et ennuyeuses et que tu les répètes, tu arrives à atteindre ce que tu veux. Donc identifie ces 1 à 3 actions simples et chiantes que les gens évitent, que tu connais, à très fort effet de levier qui, répétées chaque semaine, rendent ton objectif presque inévitable. Et essaye de mettre un chiffre dessus sur ces actions ennuyeuses qu'il faut que tu répètes et d'envoyer du volume, comme on en parlait la semaine dernière. Et quand tu as une nouvelle idée, demande-toi, est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que là, je recherche de la nouveauté pour éviter la répétition de ce que je connais déjà? Ce que je fais très souvent, j'ai un espace sur mon ordinateur pour toutes mes nouvelles idées. Parce que parfois, tu te dis que tu vas la perdre et donc il faut que tu essayes de creuser. Il faut que tu essaies de creuser cette idée. Non, tu peux juste la marquer quelque part. J'ai un endroit, c'est une boîte à idées, je mets toutes mes idées et de temps en temps, je la relis. Et tu vas voir qu'avec le temps, il y a des idées, la majorité, 80%, voire plus, tu vas te dire, c'est une très mauvaise idée. Parce que toujours, dans l'instant T, tu vas mettre plus d'importance sur cette chose qui est dans ton esprit. Donc note-les quelque part et reviens. Et si cette idée te paraît toujours intéressante sur le long terme, peut-être que c'est là, il faut que tu la considères. Et je préfère même que tu gères ce côté avoir de la satisfaction de la nouveauté dans d'autres domaines de ta vie plutôt que ces domaines qui sont importants, dans lesquels tu veux que tu progresses. Voilà, prends ça au sérieux, ces actions ennuyeuses, simples, mais difficiles, c'est là que ce secret que beaucoup de gens recherchent se cache, vraiment. On passe maintenant à la partie, le système. C'est la partie où je t'explique. Je décortique un principe concret pour que tu puisses optimiser ta performance au quotidien.
Récemment, je me suis mis à mesurer mon sommeil. Je ne sais pas si je vais continuer à le faire, mais c'est quelque chose d'intéressant. J'ai toujours creusé, ça fait longtemps que je cherche à optimiser mon sommeil, que je l'optimise et j'ai toujours voulu voir réellement avec des données ce que ça donnait en fait. Et je me suis rendu compte que j'enchaînais ces nuits à 100 de qualité de sommeil, donc je crois que je suis pas trop mauvais. Si tu veux savoir, j'utilise une bande Whoop. C'est une sorte de bande que tu mets au poignet qui te sert aussi pour autre chose. Sur le long terme, je pense que je vais l'enlever parce que ça encombre un peu trop ma vie. J'ai pas forcément besoin de savoir à chaque fois comment je dors, mais c'est intéressant, un peu comme compter ses calories, tu le fais pendant un temps, comme ça tu comprends un peu comment tout fonctionne. Donc je me suis dit: «Beh, si je suis bon à dormir, et vu que c'est un sujet extrêmement important, je vais te donner des conseils». Des conseils qui sont pour certains communs, que tu as peut-être déjà entendus, et d'autres que tu vas voir sont un peu plus niche, un petit peu plus chelous. L'idée, c'est que tu puisses mieux dormir, passer des très bonnes nuits et performer mieux au quotidien. Parce que oui, le sujet de cette partie, c'est de te donner des conseils, pas de t'expliquer pourquoi c'est important de prioriser ton sommeil. Il y a déjà beaucoup de ressources sur le sujet. Ma recommandation, c'est un livre que j'ai lu il y a un bout de temps qui s'appelle Why We Sleep. Je crois qu'il a été traduit en français de Matthew Walker, je crois. Mais pour t'expliquer peut-être en 30 secondes pourquoi tu devrais mieux dormir, sans sommeil, ton cerveau il traite moins bien toutes tes infos au quotidien, donc tes décisions elles sont médiocres. Tu as une mémoire et un apprentissage qui est pourri. Quand tu manques de sommeil aussi, t'arrives pas à te concentrer, tu augmentes ta procrastination, ton contrôle émotionnel, et ça c'est un des pires, ça chute. Tu passes ton temps à réagir à tout ce qui se passe, t'es de mauvaise humeur. Ton métabolisme est ralenti, donc tu stockes plus de gras, t'as moins d'énergie. Immunité qui se casse la gueule, pas de créativité, t'arrives pas à gérer le stress et ta testostérone, tes hormones de croissance chutent. Donc voilà, que des bonnes choses si tu dors mal. Donc quels sont ces conseils? Commençons cette liste de ce que j'ai appris depuis les 4, 5, peut-être dernières années à essayer d'optimiser mon sommeil. Tu vas voir, il y a, laisse-moi compter le nombre de conseils, ça va aller assez vite. Il y en a 27, 27 ou 26. Je vais te les donner pas forcément dans un ordre précis. Ça va être une sorte de buffet, tu prends ce que tu veux. Premier point, tu dors pas autant que tu le penses. J'appelle ça la deuxième pilule rouge du sommeil. La première pilule rouge, donc comme dans Matrix, on a le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. La première, c'est quand tu vois l'impact, quand tu apprends l'impact de ton sommeil sur ta vie. Tu vois comment ça influence quasiment tout. Et la seconde, c'est quand tu réalises que tu passes beaucoup moins de temps à dormir que prévu. On te conseille en général entre 7 et 9 heures de sommeil. Et quand tu penses dormir, par exemple, tu t'endors à minuit, tu te réveilles à 7h30, il y a peu de chances que tu aies dormi 7h30, mais plutôt 7 heures ou 6h45. Parce que tu as des micro-réveils durant la nuit. Donc souvent, si tu veux dormir 7 à 9 heures, il faut que tu passes plus de temps endormi que tu ne le penses, parce que toi qui t'endors et toi qui travailles à une certaine heure, c'est pas ton corps qui dort pendant toute cette durée. Donc c'est mon premier conseil, en général, tu as besoin de dormir plus que tu ne le penses. Le second, régularité, c'est la clé. J'ai testé plein de choses. La régularité, c'est tellement, tellement important. C'est une des données les plus importantes. Ton corps, c'est une machine à habitude. Quand ton sommeil, il n'est pas régulier, même si tu dors beaucoup, tu vas avoir un sommeil, une qualité de sommeil bien moindre. Donc essaye de te coucher et de te réveiller dans une tranche de moins de 30 minutes. Je sais, ça fait court, mais essaye même d'être moins que ça. Parce que si tu commences à avoir un sommeil en yo-yo, ton corps il va pas réussir à prédire quand il doit s'endormir. Mauvaise sécrétion hormonale, tu vas juste moins bien récupérer et tu auras moins d'énergie dans la journée. Troisième conseil, mets un réveil pour ton heure de coucher. Une des meilleures choses pour pouvoir mieux dormir, dormir plus, c'est de mettre un réveil, de prendre presque plus au sérieux ton heure de coucher que ton heure de réveil. Et donc pour ça, je te conseille de mettre, si tu en as besoin, un réveil matinal, mais surtout un réveil de coucher, l'heure à laquelle tu vas te coucher. Respecte-la, cette heure, comme si tu avais un rendez-vous avec toi-même. Prends-la au sérieux. Mets un réveil et fais ta petite routine du soir et ensuite va te coucher. Parce qu'en général, et c'est mon quatrième conseil, essaye de te coucher plus tôt. Oui, il y a cette question de chronotype. Tu peux être une personne faite pour plutôt veiller tard, donc tu es une personne qui va plutôt
mieux fonctionner si tu te couches plus tard que la plupart des gens et tu te réveilles plus tard. C'est lié apparemment à nos ancêtres quand on vivait en tribu. Pour pouvoir veiller sur la tribu, on devait avoir des gens plus ou moins éveillés à n'importe quel moment de la journée. Et donc, naturellement, il y a eu des évolutions qui se sont faites sur des milliers et des milliers d'années, de groupements de personnes qui avaient besoin d'être réveillées pendant la nuit, pendant que les autres dormaient, et des personnes qui devaient se réveiller beaucoup plus tôt pour, elles, prendre le relais sur ces gens-là. Donc en général, il y a souvent, on divise ces chronotypes en trois types. Des gens qui sont, on va dire, plutôt classiques, qui se réveillent à des heures normales et qui se couchent à des heures plus ou moins normales. Je crois que la plage, c'est autour de à peu près entre 22 heures minuit et peut-être 7-9 heures. Ensuite, il y a ceux qui vont se coucher beaucoup plus tard et qui vont se réveiller plus tard, donc après minuit jusqu'à 2 heures du matin apparemment, et autour de 8-10 heures du matin, et des personnes qui sont, elles, justement, faites plutôt pour se réveiller tôt, donc qui vont se réveiller souvent vers 6 heures, même plus tôt, et se coucher assez tôt dans la soirée. De par mon expérience, la plupart des gens sont dans un chronotype assez normal. Tu peux réussir à habituer ton corps à te coucher et à te réveiller quasiment presque sur n'importe quel créneau, de par mon expérience. C'est juste une question d'habitude. Mais ce que je te conseille, c'est de te coucher plus tôt. En général, il y a peu de gens qui, après avoir appliqué ce conseil, me disent c'est un conseil de merde. Parce que très souvent, le soir, c'est pas là où tu fais les choses les plus productives. Surtout dans notre époque, en général, le soir, c'est là où tu vas faire des actions qui ne sont pas forcément les meilleures, où tu vas procrastiner, tu vas faire des choses que tu préférais ne pas faire. Je me rappelle, c'est d'ailleurs un reliquat un peu de jeunesse, à vouloir éviter le lendemain. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas, comme beaucoup de gens, aller en cours. Quand tu rentrais des cours, tu étais très content et donc j'essayais à tout prix de repousser le lendemain et donc tu te retrouves à te coucher très tard. Je me rappelle jouer sur mon ordi jusqu'à 2 heures du mat alors que je devais me réveiller à 7 heures le lendemain. Enfin, c'est terrible. Donc essaye de te coucher plus tôt. Dis-toi: «OK, ce soir juste, je me couche une demi heure, 1 heure plus tôt» et tu vas voir qu'en général, ton corps, il va s'habituer à ça. Tu vas te réveiller plus tôt, tu vas gagner cette matinée et en général, ta journée sera bien meilleure. Tu vas voir, je garde les conseils, on va dire, en bas de l'iceberg, un peu plus niche pour après. Donc voilà, essaye de te coucher plus tôt. Rien que ce soir, dis-toi ça: «OK, je me couche une demi heure plus tôt». Fais-le sur 3 jours, tu vois ce qui se passe. Cinquième conseil, dépense-toi pendant la journée. C'est un facteur clé pour l'endormissement. Le mouvement, il va à la fois te fatiguer, mais il va aussi réguler ton rythme circadien, ton horloge biologique. Ton but dans la vie, dans ta journée, c'est d'arriver le soir et d'être une larve. Tu dois te dépenser physiquement et cognitivement. Le soir, ton corps ne doit plus fonctionner, ton cerveau non plus. Tu as avancé vers ce que tu voulais et tu as juste besoin de te reposer. Le sport intense d'ailleurs avant de te coucher, c'est pas forcément le meilleur parce que ça active ton système nerveux sympathique et donc c'est un peu plus difficile de t'endormir. Système nerveux sympathique, c'est plutôt le système stress, réaction, mouvement, opposé au système parasympathique qui est plutôt le repos et digestion. Donc essaye de pas faire du sport trop intense avant de te coucher, mais essaye de te dépenser le plus possible dans la journée pour que le soir, ton corps ait juste envie de dormir. En parlant de système nerveux, si tu veux dormir, il faut que le soir, ton corps passe en mode relaxation. Donc il passe dans ce système nerveux parasympathique, ce système repos et digestion. Tu veux faire des activités le soir qui vont te relaxer, pour que ton corps il comprenne qu'il ait besoin de se reposer à ce moment-là. Si tu commences à être très actif le soir avant d'aller te coucher, ton corps il va pas comprendre. Il va se dire: «Bah, OK, là on bouge, on fait des choses, on n'a pas besoin de se reposer» et ton corps ne peut pas faire un switch comme ça d'un système à l'autre. Il a besoin d'un certain temps pour se dire: «OK, là on se repose, là c'est le moment d'aller se coucher, c'est le moment de récupérer». Donc essaye de faire en sorte le soir, et c'est mon septième conseil, d'avoir une sorte de routine. Pour 2 raisons. Déjà parce que via la répétition, ça va devenir une sorte de déclencheur pour ton cerveau. Avec la répétition, il saura que c'est le moment d'aller se coucher et si tu prends des bonnes actions, ça va aussi aider ton système nerveux à se réguler, à passer dans ce mode parasympathique et à vouloir se reposer. Donc trouve tes activités. Perso, j'ai une alarme qui lance un peu cette routine du soir qui est assez rapide.
j'ai des étirements, un peu de respiration, ça ressemble un peu à de la méditation et ensuite de la lecture et en général, je disparais. Je m'endors et après j'ouvre les yeux, c'est le lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, 8e conseil, la lecture sur un livre papier dont on lit le soir, c'est un cheat code, c'est un code de triche. Prends un livre de fiction, pas un truc qui va trop te stimuler mentalement et des lumières basses. Quand je fais ça, mon corps, il abandonne. Je lis 3 pages, c'est terminé. Je m'endors avec le livre sur moi. C'est d'ailleurs un problème parce que si c'est ton seul moment de lecture dans ta journée, tu n'avances pas. Tu n'avances pas sur tes livres parce que tu lis 3 4 pages, c'est terminé. Tu t'endors. Et donc, en fait, tu lis un livre à l'année avec cette technique. Mais au moins, tu dors bien. Donc si tu fais du bon taf dans ta journée, tu te dépenses bien, tu as une bonne régularité, tu as une routine et tu prends ton livre, ton corps, tu vas voir, il va abandonner très rapidement, tu vas t'endormir en une seconde. D'ailleurs, en parlant de réussir à s'endormir, 9e conseil, utilise des techniques de respiration. C'est un des meilleurs moyens pour réguler ton système nerveux, pour passer dans ce mode parasympathique, c'est d'utiliser ta respiration. Tu peux utiliser des respirations Wim Hof. Je le répète, je ne suis pas, en tout cas je le crois, dans la même lignée que ce monsieur, c'est juste mon nom de famille. Donc de la méditation aussi, box, respiration en box comme on dit, donc qui sont liées à une inspiration 4-5 secondes, tu maintiens 4-5 secondes, t'expires 4-5 secondes, tu maintiens 4-5 secondes et tu recommences. N'importe quel système de respiration qui va forcer ton système nerveux à se calmer, tu vas voir que ça va faire une sacrée différence à la fois sur ta vitesse d'endormissement, mais aussi sur la qualité du sommeil qui va arriver après. D'ailleurs, conseil en plus, méditer dans ton lit, c'est un moyen très simple de réussir à t'endormir. Au lieu d'essayer, quand tu es dans ton lit, de t'endormir. D'ailleurs, si tu es dans ton lit et tu n'es vraiment pas fatigué, sors de ton lit. Il faut que ton lit, ce soit juste un endroit pour dormir. Donc si tu te réveilles la nuit, tu n'arrives pas à te rendormir, ou si tu te mets dans ton lit et tu n'es vraiment pas fatigué, sors de ton lit, va méditer, va lire autre part, et quand tu commences à voir tes yeux qui fatiguent un peu, là tu vas dans ton lit. Parce que si tu assimiles ton lit à autre chose que dormir, ton cerveau, il va avoir du mal à justement dormir quand tu vas te mettre dedans. Alors qu'à l'opposé, si à chaque fois que tu te mets dans ton lit, tu t'endors assez rapidement, ton cerveau, il va assimiler ces deux actions. Donc, essaye d'utiliser des techniques quand tu te mets dans ton lit, de respiration ou autre. Fais des actions, que ce soit de la lecture, de la respiration ou de la méditation, qui vont ne pas ramener ces ruminations et faciliter l'endormissement. Ensuite, parlons de cortisol. Il y a plusieurs raisons si tu n'arrives pas à t'endormir, mais une des grandes, c'est ton cortisol. D'ailleurs, cortisol, je vais te faire une section spécifique là-dessus. C'est pas l'hormone du stress, c'est l'hormone de l'énergie. La plupart des gens ont du mal à comprendre cette hormone, c'est pour ça que je pense que je vais en parler. Ce qu'il faut naturellement que tu aies, c'est un pic très haut le matin et ensuite une descente. Si tu as du cortisol qui descend pas assez ou qui a pas un assez gros pic et donc pas une assez grosse descente dans la journée, tu vas avoir du cortisol trop élevé le soir parce que tu l'auras pas assez dépensé plus ou moins et tu vas avoir du mal à dormir. D'ailleurs, il fonctionne en opposé avec une autre molécule, l'adénosine. C'est une molécule qui s'accumule au fur et à mesure de ta journée, plus ou moins pour dire à ton corps, là on se rapproche de l'heure où on est censé dormir. Donc tu dois te dépenser le matin, avoir ce pic de cortisol pour qu'ensuite il descende et que tu aies envie de dormir le soir. Et souvent aussi, tu peux avoir ce pic de cortisol le soir parce que tu es trop stressé, tu as trop d'idées en tête, ou tu travailles trop tard, ou tu ramènes une trop grande stimulation. Essaye d'avoir vraiment une journée qui va être chargée mentalement, cognitivement, physiquement sur tous les points, et après, une sorte de changement, de calme, de repos sur le reste de la journée. Autre conseil, caféine, un point clé. Elle peut grandement impacter ton sommeil, pas juste ta capacité à t'endormir, mais aussi la qualité de ton sommeil. En général, elle a une demi-vie autour de 6 heures à 8 heures. Essaye, moi je te conseille de ne pas en consommer pour être large 10 heures à peu près avant de dormir. J'ai d'ailleurs essayé plusieurs choses et personnellement, je n'ai aucun impact en général jusqu'à peu près 8 heures avant d'aller me coucher. Mais si tu veux être large, essaye de ne pas avoir de grosses consommations de caféine 10 heures avant ton heure d'endormissement. En général, ce que je fais, c'est que je prends une canette de lucide en fin de matinée et pas d'autres consommations de caféine sur le reste de la journée. En parlant de caféine,
L'alcool, c'est le truc qui détruit le plus ta qualité de sommeil. Je m'en suis rendu compte depuis que j'ai commencé à faire ces essais, à mesurer mon sommeil. Dès que j'ai eu des verres d'alcool, même quelque chose de très léger, suite à un dîner, un verre de vin ou autre, mon sommeil après est terrible. Ma qualité, ma récupération, elle est détruite. C'est assez fou. C'est surtout parce que ça ramène une déshydratation pendant la nuit et ça te crée des micro-réveils aussi durant la nuit. Je l'ai vu à chaque fois vraiment que j'ai eu une consommation d'alcool, même légère, ça détruit, ça détruit mon sommeil. Donc évite, ou alors rarement pour te faire plaisir, ou alors c'est limite mieux si tu prends de l'alcool le midi. Bon, évidemment, fais-le sur des jours où tu te reposes, mais ça va techniquement moins impacter ton sommeil que si tu le prends le soir à un dîner avant d'aller te coucher. En parlant de liquide, on va parler de repas et de liquide. Essaye de manger pas trop tôt, pas trop proche plutôt de ton sommeil, parce que ça va ramener une digestion. Tu as un afflux sanguin qui va aller pour gérer l'inflammation créée de par cette digestion. Et souvent, tes premières phases de ton sommeil, elles vont être moins réparatrices. Et c'est plus ou moins la même chose avec une trop grosse consommation de liquide, d'eau ou autre proche du réveil. Aussi parce que ça peut créer des réveils nocturnes pour que tu ailles aux toilettes. En général, on conseille à peu près 3 heures. Éviter de manger ou de boire 3 heures avant d'aller te coucher, c'est plutôt, je trouve, un bon conseil. En général, ce que je fais, c'est 2-3 heures. Mais voilà, essaye de ne pas manger juste avant d'aller te coucher parce que ça va baisser la qualité de ton sommeil. Ensuite, 15e conseil avant qu'on commence à passer à des trucs un petit peu plus chelous. Ton rythme circadien, bon, ça pourrait être un épisode entier. Je vais t'en parler très rapidement. En gros, ton rythme circadien, ton horloge biologique de ton corps, elle est influencée par une myriade de choses et elle aime grandement la régularité. Le truc numéro un, c'est la lumière. La lumière, c'est la chose qui va le plus influencer ce rythme circadien. Essaye d'avoir une exposition, même s'il y a des nuages, à la lumière du soleil naturel le matin, et même juste dans la journée, c'est mieux que rien parce que ça va lancer ce rythme. Si tu peux aussi l'avoir au moment où le soleil se couche, c'est bien parce que c'est des rayons qui ont un impact différent sur ton rythme circadien. Et le soir, essaye le plus possible de réduire la lumière. Garde en tête que ton corps n'a pas évolué pour réussir à faire la distinction entre une lumière extrêmement forte en hauteur et peut-être le soleil dehors. Donc essaye, quand tu arrives, tu te rapproches de ton heure de coucher, de réduire ces lumières que tu vas voir artificielles. Donc essaye d'avoir des lumières qui sont plutôt basses. Plus elles sont basses, mieux c'est. Plus elles sont hautes, plus ton cerveau, ton rythme circadien va penser que c'est un soleil qui est encore dehors, alors que c'est juste une lampe dans ta chambre. Essaye d'avoir des lumières qui sont moins fortes, d'avoir aussi des lumières qui sont plus proches du rouge orangé, des couleurs chaudes. Tu peux faire, comme tu l'as peut-être vu si tu as suivi certaines de mes vidéos, prendre des lunettes anti-lumière bleue que tu mets le soir. Donc souvent elles ont des teintes rouges, ça va filtrer les lumières bleues. Ou alors tu peux aussi faire en sorte que tes écrans ils aient un mode nuit ou un mode chaud qui s'active automatiquement. Pareil pour ton téléphone, active tout ça dessus, baisse cette luminosité, baisse ces couleurs vives, mais des couleurs plus chaudes. Et c'est pareil pour ta chambre, là où tu vas dormir, essaye d'avoir ces couleurs chaudes, ces couleurs basses et ces lumières qui sont moins intenses. En parlant de lumière, pendant que tu dors, essaye d'avoir la chambre la plus noire possible. Utilise tes volets, achète des rideaux occultants. Mais même, et j'ai ça dans ma chambre, j'ai une fenêtre où je n'ai pas de rideau, et je n'ai pas de volet ou autre. J'ai un carton que j'ai pris d'une des livraisons, que j'ai coupé à la taille de ma fenêtre, et le soir, je le mets sur cette fenêtre, comme ça, il n'y a pas de lumière qui passe. Bref, essaye le plus possible d'avoir un espace qui va être le plus noir possible. Il faut en gros que tu aies aucune lumière, que tu aies aucun son et que tu aies une chambre plus ou moins fraîche. On en parle après. D'ailleurs, si tu veux les 3 grandes données que tu dois optimiser pour ton sommeil, c'est la durée, la régularité et la qualité. Tout ce dont je te parle aujourd'hui, ça impacte ça. Dormir plus, dormir à des heures plus régulières et améliorer la qualité de ce sommeil. Tu peux beaucoup dormir mais avoir une qualité de merde. Tu peux pas beaucoup dormir, avoir une bonne qualité, mais le mieux, c'est quand tu arrives à dormir assez, avec une bonne régularité et une bonne qualité. C'est là où tu as
ton meilleur sommeil et que ton corps fonctionne au mieux. Conseil 19, basé sur ce que je viens de te dire, le temps de sommeil, ça reste la donnée la plus importante. C'est la donnée la plus importante. Si tu dois optimiser une chose pour bien dormir, c'est juste, en général, plus dormir. Il y a peu de gens, peu de gens qui dorment trop. Surtout si tu fais partie de ce genre de personnes qui ont beaucoup de choses à faire dans la journée. Mais, mais c'est possible de trop dormir. Parfois, quand tu dors trop, tu as un impact négatif d'avoir trop dormi. Bon, déjà, ça te prend beaucoup de temps, mais après, tu deviens presque apathique. D'ailleurs, si tu te réveilles le matin, c'est mieux que tu te lèves. Parce que si tu te rendors, en général, ton système, il est un peu perdu, il est un peu confus. Et souvent, c'est mieux que tu aies peut-être moins de sommeil, que tu te réveilles plus tôt parce que ton corps t'a réveillé plus tôt, plutôt que de te rendormir dans un entre-deux, d'aller rechercher un cycle de sommeil qui va te faire déjà dormir beaucoup, donc prendre une bonne partie de ta matinée, mais aussi parfois un petit peu perdre ton système qui va plus trop savoir parce qu'il s'est réveillé entre deux. Conseil numéro 21 au niveau du bruit. Ici, ça impacte grandement la qualité de ton sommeil. Quand tu as des bruits, même sans vraiment que tu t'en rendes compte, ça va te faire avoir des micro-réveils, ce bruit durant la nuit, et ça va casser tes cycles de sommeil. Je me rappelle, quand j'habitais dans mon studio à Paris, c'était infernal. Parce que à la fois, il y avait de la lumière dans le hall, c'est ces lumières automatiques où dès que quelqu'un marche, elles s'allument. Et bah, j'habitais vers République à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est un endroit où voilà, les gens sortent beaucoup, il y a beaucoup de bruit, et donc à toutes les heures, il y avait des gens qui faisaient un bruit pas possible dans la cage d'escalier, et des gens qui, à 3 4 heures du mat, passaient dans la cage d'escalier, et donc cette cage d'escalier s'allumait, et j'étais juste en face, et je voyais la lumière, et ça me réveillait. En plus du bruit, en plus de la lumière. Et j'ai eu un peu rebelote quand je suis allé habiter à Barcelone, que j'habitais dans une colocation. Et j'étais à côté d'une rue tellement bruyante. Alors, j'ai plus le nom en tête. C'est une rue qui est quasiment l'équivalent des Champs-Élysées, peut-être à Paris, ou en tout cas juste une rue adjacente. Il y avait des voitures constamment et il y avait du bruit et je me réveillais toute la nuit. Et ma qualité de sommeil, je pense, était terrible. Donc, soit tu vas parler à tes voisins, tu essayes de faire en sorte qu'ils fassent moins de bruit, soit tu investis dans des boules caisses où tu trouves un moyen d'essayer de réduire ce bruit qui va grandement impacter la qualité de ton sommeil. Parlons de température. Il faut que tu aies une chambre froide, souvent plus froide que ce qu'on pense. En général, on conseille entre 17 et 19 degrés. 17 et 19 degrés, c'est assez frais. C'est assez frais. Tu dois, plus ou moins, si tu dois sortir la nuit, sortir de ta couette, avoir froid et vouloir y retourner. Bon, on n'est pas des Américains, c'est pas simple en été de réussir à avoir une chambre à 17 ou 19 degrés parce qu'il fait sacrément chaud. Mais actuellement, pendant que je t'enregistre ça, on est en hiver. Donc juste ouvre un peu la fenêtre avant d'aller te coucher, tu vois, ça va grandement refroidir ta chambre, l'endroit où tu dors. D'ailleurs, conseil numéro 23, qualité de l'air. J'ai du mal à trouver une explication. J'ai fait des AB tests. J'ai fait des tests. Quand je dors avec la fenêtre ouverte, je dors tellement, tellement mieux. Vraiment, à chaque fois que je l'ai fait, je dors mieux. Un peu compliqué actuellement, déjà niveau chauffage, consommation et aussi niveau température de le faire en hiver. Je pense, moi, que c'est une question de qualité d'air qui se renouvelle et ça rafraîchit aussi l'endroit. Et peut-être, tu vois, peut-être que ça nous rappelle un peu comment on dormait quand on était, il y a un bout de temps, on va dire, nos ancêtres en tribu, dans le froid, dans notre édredon, dans notre couette, au chaud alors il fait froid dehors. Donc si tu peux, essaye d'ouvrir ta fenêtre et tu vas voir qu'il y a des grandes chances que tu dormes mieux. Alors il y a plusieurs choses, quand tu vas ouvrir ta fenêtre, souvent c'est plus difficile de garder ce bruit bas et peut-être que, sauf actuellement en hiver où il fait nuit pendant une bonne partie de la journée, en été tu peux te faire réveiller aussi par la lumière. Mais teste et tu vas voir, il y a de grandes chances que ça améliore la qualité de ta nuit parce que ça améliore la qualité de l'air. On passe maintenant au conseil numéro 24, on va parler de literie.
Tu passes un tiers de ta vie, tu te dois d'avoir une bonne literie. Je te parle de ma triade d'équipement, là où tu dois investir, là où les gens n'investissent pas, alors que il faut investir dans ces endroits. Premier point, une bonne literie. Tu passes énormément de temps à dormir dans ta vie, tu te dois d'avoir un bon oreiller, une bonne couette et un bon matelas. Deuxième point, une bonne chaise de bureau. Tu vas passer sûrement beaucoup de temps sur une chaise de bureau devant ton ordinateur à travailler. Tu te dois d'avoir une bonne chaise de bureau. Et le dernier point, c'est des bonnes chaussures. Tu passes une bonne partie de ta vie à marcher également. Il y a de grandes chances. Donc investis dans des bonnes chaussures. 99% de ma vie, elle se passe soit dans un lit, soit sur ma chaise de bureau, soit avec des chaussures. Donc tu te dois d'investir dans cette triade. Au niveau de la literie, il y a plein de bonnes marques, maintenant même des matelas qui s'auto-régulent au niveau de la température et autres. Juste prends quelque chose de qualité, matelas de qualité, oreiller de qualité. Couette lestée, pourquoi pas, j'ai essayé, ça n'a pas trop de différence dans ma vie. Mais voilà, investis dans de la bonne literie, ça va à la fois améliorer la qualité de ton sommeil et aussi tu vas juste plus apprécier ton sommeil, qui est quand même quelque chose d'important, sachant que ça prend une bonne partie de ta vie. D'ailleurs, ça me rappelle mon expérience d'essayer de dormir sur le sol. Alors c'est à répéter ou à ne pas répéter, je sais pas. Un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «J'en ai marre de dormir sur un matelas, ça me saoule, je suis un guerrier, je vais essayer de dormir sur le sol». Je l'ai fait pendant plusieurs jours, c'est pas si mal, j'ai pas si mal dormi, mais c'est juste pas tenable sur le long terme. Donc voilà, si tu ne peux pas investir dans une bonne literie, mets-toi sur le sol. Le conseil de merde. Non, tu pourrais essayer, c'est assez rigolo. Si tu suis mes conseils un petit peu bizarres, tu vas te retrouver à dormir dehors, dans la terre, sur le bitume dans la rue. Je sais pas si tu devrais suivre ces conseils, mais tu peux essayer si tu as envie. Conseil numéro 25 sur 26-27, au niveau des compléments. Bon, il y a une myriade de compléments. La plupart sont inutiles pour mieux dormir. La mélatonine qu'on te vend, elle sert quasiment à rien, déjà parce qu'elle est supradosée, vraiment supradosée. C'est des doses supraphysiologiques qui n'ont aucun sens et tout le monde met en avant: «Oui, on a encore plus de mélatonine», alors que même ceux qui sont pas beaucoup dosés en mélatonine le sont beaucoup trop. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet. Je crois qu'ils ont trouvé aucune corrélation ou une corrélation vraiment, je crois qu'ils augmentaient le temps d'endormir, je crois, une augmentation du temps d'endormissement de 2 à 3 minutes, enfin un truc, ridicule. Par contre, ce qui m'a le plus aidé et que je prends, c'est zinc, magnésium et taurine. Voilà. Taurine qui n'est pas quelque chose qui te stimule d'ailleurs, la plupart des gens pensent à ça à cause du Red Bull ou autre. C'est pas du tout le cas. En général, ça fait plutôt l'effet inverse. Et j'ai aussi testé ashwagandha. Ça me rendait dépressif, du coup j'ai arrêté. Peut-être que c'était autre chose. Mais voilà, zinc, magnésium, taurine. J'ai aussi essayé glycine. Ça, c'est un petit peu plus spécial. 3 grammes de glycine, ça me faisait avoir des rêves de fou. Déjà, je sais pas pour toi, moi, mes rêves, en général, n'ont aucun sens. Aucun sens. Mais je pense que s'il y avait une sorte d'analyse, une psychoanalyse donc de mes rêves, je serais diagnostiqué fou. Non, mes rêves n'ont aucun sens en général. Et quand j'ai testé de prendre de la glycine, ça m'a fait avoir des rêves encore pires. Mes rêves étaient tellement intenses, pour te dire, que je me réveillais fatigué. Tu sais, c'est parfois ces rêves ou ces cauchemars où tu te réveilles et tu es presque mentalement fatigué à cause du rêve. Ça me faisait ça à chaque fois. Je m'endormais très rapidement, mais mes rêves étaient trop intenses, du coup j'ai arrêté. Donc tu peux essayer ça, de la glycine, et tu pourras me faire ton retour. Dernier ou avant-dernier conseil, lui, il est assez spécifique, et il y a peu de gens, je pense, qui t'en ont parlé, la technique de la double couette si tu dors avec ta copine. À chaque fois, à chaque fois dans ma vie que j'ai dormi avec une demoiselle avec moi, j'ai eu un sommeil de merde. C'était obligatoire. Et ça devenait presque un problème parce que je voulais pas détruire ma nuit, mais à la fois, tu as envie peut-être de passer du temps avec cette personne. Et je me rappelle, j'avais donné ce conseil
à une personne qui suivait mon contenu, qui me disait justement qu'elle avait du mal à bien dormir, cette personne, ce gars, avec sa copine. Je lui ai dit: «Prends une couette pour toi et pour ta copine pendant la nuit. Essaye ça». Et il est revenu vers moi, il m'a dit: «Ça a changé mes nuits». Je crois que c'est peut-être le meilleur retour que j'ai eu sur tous les conseils que j'ai pu donner via mon contenu, c'est: «Lucas, merci pour la technique de la double couette avec ma copine». Et je me rappelle avoir lu un post à l'époque sur le sujet où il y avait un couple qui avait suivi son sommeil et qui avait regardé la différence entre dormir ensemble et pas dormir ensemble. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'est que la femme dans le couple, quand elle dormait avec cette personne, avec l'homme, elle avait une qualité du sommeil améliorée. Et pour l'homme, c'était l'opposé. Et l'explication peut-être un peu tirée par les cheveux, un peu broscience, mais en tout cas, elle pourrait fonctionner cette explication, c'est que dans le passé, en général, quand l'homme entendait du bruit ou quand il y avait du mouvement, c'est lui qui devait plus ou moins protéger le foyer et donc c'est lui qui devait être éveillé. Et donc quand tu dors avec quelqu'un, cette personne bouge pendant la nuit, tire la couette ou autre, et ça t'amène des micro-réveils. Et donc ça a un plus gros impact sur le sommeil de l'homme parce que peut-être que quand il y a ces micro-bruits, quand cette couette bouge et quand il y a du mouvement, il est censé, de par notre histoire, être plus ou moins éveillé, réactif pour peut-être protéger ou gérer un danger. Alors que techniquement, la femme, ce serait l'opposé. S'il y a du mouvement, ça voudrait dire qu'elle dort avec un homme qui pourrait la protéger s'il y a un danger au foyer. Bon, ne prends pas cette explication comme étant la vérité, mais voilà, ce serait peut-être ça. Donc, quand tu dors avec une demoiselle, si tu es en couple ou pas, et que tu as un sommeil de merde, utilise la technique des deux couettes. Si ta copine dort avec toi, oblige-la, ramène, tu viens pas chez moi si tu ramènes pas une couette. Et toi, si tu vas chez elle, tu prends également une couette, obligatoire. Franchement, essaye. Et si tu es dans cette condition-là, et fais-moi un retour, c'est le retour le plus important. Et mon dernier conseil, ne sois pas obsédé par le sommeil. Ça peut peut-être être contre-intuitif après tout ce que je t'ai dit, mais trop de gens s'empêchent de vivre juste pour essayer d'optimiser leur sommeil. Ça vaut le coup de mesurer le sommeil pendant un moment, de la même manière que, comme je te le disais, ça vaut le coup de compter tes calories pour avoir au moins une idée de ce que c'est et pour comprendre un petit peu quels sont les facteurs qui influencent ton sommeil. Mais après, va vivre ta vie. N'obsède pas trop sur ton sommeil parce que, et c'est même, j'ai regardé, je crois que ça s'appelle l'orthosomnia, qui est une pathologie de moins bien dormir parce que tu obsèdes trop sur la qualité de ton sommeil, quand même. Donc, n'obsède pas trop sur ce sommeil. Concentre-toi sur les points clés dont je t'ai parlé. Maximise ton temps endormi, surtout en jouant sur ton heure de coucher. Couche-toi et réveille-toi dans une fenêtre plus ou moins similaire. Essaye de viser 30 minutes, 80% du temps. Et aie un environnement propice. Il fait frais, t'as une bonne literie, il fait noir, c'est silencieux. Et évidemment, la technique de la double couette. Concentre-toi sur ça et ne te fais pas vivre un enfer parce que tu penses que tu n'as pas optimisé ton sommeil comme tu aurais pu. Voilà pour cette magnifique liste. Essaye de voir si tu peux en prendre, si tu peux prendre quelques conseils et les appliquer, les essayer dans ta vie. Priorise ton sommeil, va aussi vivre ta vie, faire des folies, mais essaye quand même de le protéger parce qu'il va influencer énormément de choses dans ta vie. Voilà, on termine avec la partie, la mise en pratique, ce que tu peux appliquer aujourd'hui dans ton quotidien pour que ce podcast, ce soit pas juste une consommation d'informations, mais que ça te soit réellement utile. Ce que je te conseille, mon challenge pour toi, c'est d'essayer pendant 5 jours d'appliquer le 80-20, la loi de Pareto sur donc les meilleurs conseils que j'ai pu te donner qui vont avoir le meilleur impact sur ton sommeil. Donc d'essayer de dormir au moins 8 heures, 8 heures de sommeil, de te coucher et de te réveiller à peu près 30 minutes maximum d'intervalle et d'appliquer les autres conseils d'environnement propice. Donc frais, rendre ton espace plus noir, plus sombre, réduire les lumières le soir et faire en sorte que ce soit silencieux.
Essaye de voir comment tu peux juste appliquer ça et tu vas voir si c'est pas déjà le cas, si tu appliques pas déjà ces conseils, rien que ça va changer la qualité de ton sommeil comme pas possible. Essaye de le tenir 5 jours de suite, parce que ton corps a besoin de s'habituer à ce nouveau rythme et si tu arrives à tenir ça, tu vas avoir des sommeils qui sont vraiment, vraiment bons, vraiment réparateurs. Évidemment, il y a des pathologies ou autres. Je ne suis pas un expert en santé, ou en santé mentale ou sur toutes ces pathologies-là, mais pour la majorité de la population, si tu appliques ces conseils simples, tu vas mieux dormir. Et si tu optimises déjà beaucoup ton sommeil, essaye de voir si tu peux appliquer certains des autres conseils un petit peu plus spécifiques dont j'ai pu te parler aujourd'hui. Et fais-moi ton retour sur comment est-ce que tu sens tout ça et quels seraient aussi tes conseils, peut-être tes conseils de sommeil chelous. Tu peux m'envoyer ça sur Instagram, je te mettrai ça dans la description du podcast, @lucahoff avec 3 F, HOFFF, et sur mon email, lucas@drinklucide.fr. Voilà pour ce magnifique podcast. L'endroit où j'aimerais t'avoir, c'est quand même l'événement. Si tu veux rencontrer du monde qui partage tes valeurs, boire des cocktails lucides et avoir ta trajectoire de vie changer en ce début 2026 de par des belles rencontres et de belles conversations sur une demi-journée, même discuter ensemble, je te mets le lien de la newsletter en description pour que tu puisses avoir accès à la billetterie en avant-première. Ça ouvre très bientôt, ça me ferait grandement plaisir de t'avoir. Sinon, si tu veux accomplir plus, avancer vers tes objectifs, être plus concentré, drinklucide.fr, je te mets le lien de notre site en description pour aller tester Lucide ou alors reprendre un pack. On a les nouveaux prix qui sont live et j'en parle rarement, mais on a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Voilà pour cet épisode. Quel plaisir toujours de te parler. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de suivre mes folies. Je compte sur toi sur cette semaine. Fais de belles choses. Reste lucide.